Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré au dernier pay-per-view de la WWE Fastlane 2018. Un show vraiment à demi-teinte. On aura vraiment une première partie très fade et une deuxième partie très bonne à mon sens. Mais je vais débuter tout de suite ce pay-per-view et cette analyse avec le premier match. Donc Shinsuke Nakamura bat Rusev dans un match assez faible, je trouve, qu'à part le finish qui est très solide avec un Rusev qui perd mais qui ne sera pas du tout décrédibilisé de par le finish, tout simplement parce que Nakamura porte plusieurs prises, enfin déjà le match dure 15 minutes et puis Nakamura porte plusieurs prises dont deux fois son finish, le Kinshasa, pour pouvoir le battre. Donc je trouve que ça aide Rusev, moi qui disais que c'était une rivalité un peu casse-gueule parce que les deux sont très populaires et que ça allait les desservir les deux. Finalement c'est pas le cas, les deux ont été applaudis et les deux ressortent plus forts de ce match là, donc c'est un bon petit pari réussi pour la WWE. Mais ça c'est juste concernant l'aspect psychologique et puis le finish. Le reste du match, donc le milieu et le début du match, ça reste très fade. Donc le début du match c'est marqué surtout par les sorties de ring de Rusev, donc qui manquera de courage pour affronter Nakamura. Et puis le milieu de match c'est, on va dire, géré, dominé par un Nakamura. Et ça rend le match très fade, très peu rythmé, et même le public se fait chier. Lui qui était totalement hype par Rusev Day et puis Nakamura en début de match, là en milieu de match il n'y a plus personne qui parle et moi j'ai failli m'endormir alors que j'ai pas regardé ce live en direct parce que je suis pas très bien, mais je vous fais quand même cette vidéo. Donc ouais, franchement pour un opener on pouvait s'attendre à mieux. Comme je l'ai dit, hormis le finish, il n'y a vraiment rien du tout. Deuxième match, on reste dans les matchs très fades. Randy Orton bat Bobby Roode pour devenir le nouveau champion des États-Unis et le Grand Slam Champion, enfin nouveau Grand Slam Champion. Donc pour les gens qui ne le savent pas, c'est le fait de réunir le titre US, le titre intercontinental, les titres par équipe, peu importe lesquels c'est, et un titre majeur. Et Randy Orton n'avait toujours pas eu le titre US et là c'est chose faite, il le remporte pour la première fois. Donc ça me fait vraiment très plaisir ce résultat, même malgré que j'adore Bobby Roode, parce que j'avais vraiment envie de voir Randy Orton remporter ce titre pour la première fois, donc ça me fait très plaisir. Dans ma petite liste, il manque plus que Seth Rollins et John Cena à devenir Grand Slam Champion, donc pour les deux il leur manque le titre intercontinental. Peut-être que ça sera fait pour Seth Rollins d'ici 4 ou 5 semaines, je m'en souviens plus, je crois que c'est 4 semaines à WrestleMania. Par contre pour Cena ça va encore un peu tardé je pense, mais j'espère qu'il aura tout simplement ce titre intercontinental avant sa retraite. Maintenant, le match. Ça fait longtemps que j'attendais ce match-là. Pour les gens qui me connaissent et qui suivent ma chaîne depuis très longtemps, on m'avait posé une fois dans un, alors je sais plus si c'était un tag ou une FAQ, mais c'était une de mes toutes premières vidéos qui n'est plus disponible sur la chaîne. On m'avait demandé quelle était mon équipe rêvée. Ça doit dater d'au moins 4-5 ans cette vidéo, 4 ans on va dire. Et j'avais dit Bobby Roode et Randy Orton, parce que Bobby Roode à l'époque à la TNA il était très bon, j'aimais, pour les gens qui suivent la TNA, ou en tout cas qui suivent Impact, j'avais vraiment aimé le heel turn de Bobby Roode sur James Storm. Lui qui était devenu champion, donc Bobby Roode était challenger numéro 1 pour affronter Kurt Angle, puis c'était James Storm, donc son partenaire qui avait pris la place. Il était devenu champion et puis finalement James Storm il avait dit bah, vas-y je te donne un match pour le titre vu que c'était toi le challenger de base, et Bobby Roode avait trahi James Storm, donc on avait pu voir à NXT il y a quelques mois, pour devenir nouveau champion. Et je trouvais que ce Bobby Roode là et le Randy Orton qu'on avait ne serait-ce qu'en 2014 mais surtout en 2009, bah, c'était, je trouve, quelque chose, une alchimie, le fait je trouve une équipe parfaite en fait. Au niveau du charisme, au niveau d'une ring, ça aurait été l'équipe à mon sens parfaite. Et là, on a un Randy Orton contre Bobby Roode, donc c'est pas un match, enfin c'est pas une équipe, mais c'est une opposition. Et j'avais énormément d'attentes pour ce match-là parce que j'étais sûr qu'avec leur talent, ça aurait pu donner quelque chose d'énorme tout simplement. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben au fond rien, c'est une véritable déception. Il n'y a aucun rythme, aucune prise incroyable, si ce n'est une superplex au bout d'un moment de Randy Orton sur Bobby Roode, puis le RKO in midair out of nowhere de Randy Orton sur Bobby Roode pour remporter le match. Je trouve qu'il n'y a rien et je suis vraiment déçu, vraiment. C'était, je pense, une de mes plus grandes attentes pour ce show, bien que j'en ai pas non plus énormément, mais je suis déçu. Et puis après le match, on a Jinder Mahal qui intervient pour casser la célébration de Randy Orton, mais Bobby Roode viendra sauver Randy Orton avant de lui porter lui aussi
le Glorious DDT pour repartir après en coulisses. Donc est-ce qu'il y a un heel turn de Bobby Roode? Ça j'en sais rien, j'aimerais beaucoup. Roode en face c'est bien, en heel ce sera beaucoup mieux. En tout cas je l'espère grandement. Troisième match, Carmella et Natalya battent Becky Lynch et Naomi dans un Women's Tag Team match qui à mon sens n'a rien à faire là. Mais j'ai marqué le bon point, c'est que c'est une deuxième surprise en 3 matchs. Parce que la victoire de Randy Orton, je m'y attendais pas. Et la victoire de Illa, je ne m'y attendais pas. Donc je me suis dit 2 sur 3, c'est plutôt pas mal. Mais le reste, clairement, il est à oublier. Qu'est-ce que ce match fou en pay-per-view? En plus, il dure 10 minutes, ça prend du temps de match pour le main event. Alors, je vais m'expliquer plus tard parce que le match dure long dans le main event, mais je vais m'expliquer plus tard. Puis bon, un hot tag match, sérieux, vous savez ce que j'en pense. Donc, au bout d'un moment, Naomi sera sur le ring et se fera tout simplement dominer pendant 5 bonnes minutes avant qu'elle fasse le tag à Becky Lynch. Donc, ces 5 minutes-là sont très longues. Vraiment, je me fais chier. Et en plus, elle fait le tag à Becky Lynch. Et allez comprendre pourquoi. Moins d'une minute après, c'est nouveau Naomi qui est sur le ring, totalement fraîche. Je veux dire, comme si elle avait encore jamais combattu alors qu'elle venait de se faire démonter pendant 5 minutes, il n'y a même pas 60 secondes. À quel moment c'est crédible? Et puis la fin, pire encore, les officiels ils se sont dit, putain, c'est vrai qu'on foire un petit peu dans la construction du match, mais on va quand même faire perdre Becky Lynch par tomber, alors que c'est Naomi qui s'est ramassé toutes les prises durant 5 minutes. Bref, niveau crédibilité, ça marche pas. Ensuite, on se fait chier, mais à en mourir. Et puis je trouve que le show ne propose rien. À la limite, on a une Carmella qui est encore fraîche, j'aime pas dire ce mot là, mais qui est encore fraîche, donc on pourrait se dire elle va cacher par la suite. Ben finalement pas du tout. Et c'est à partir de ce moment là que ça change totalement. Les 3 premiers matchs n'étaient pas forcément très bons à mon sens, et là il y a un changement total. 4e match, pas de vainqueur entre les Usos et le New Day, après que Rowan et Harper viennent pour les massacrer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, je vais directement remettre les choses en place. Vous avez vu un Jordan qui se plaignait beaucoup. Là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, je vous rassure. Pour moi, les défauts, c'est le temps du match. Par rapport aux 3 premiers, il est un petit peu en dessous, mais bon, il y a la destruction aussi par Rowan et Harper, qui est, je pense, considéré pas comme dans un temps de match, mais comme le temps du segment, et donc ça rattrape les 3 premiers matchs. Et le deuxième point négatif, c'est le fait que Biggie ne lutte pas. Juste avant que le match commence, j'étais là, mais pourquoi Biggie ne lutte pas, en fait? Tout simplement parce que c'est lui, la promo qu'il a eu il y a 3 semaines, c'était les Usos contre Biggie, et Biggie s'est révélé mix skill incroyable. Vraiment, pour lui, il parle au micro quand il fait pas le con d'une manière sublime. Et donc Biggie est un petit peu au centre de tout ça, et j'ai été déçu de pas le voir en fait dans le match. Je me suis dit mais c'est totalement stupide en fait. Je comprends pas, surtout que Biggie, c'est assez rare qu'il soit pas dans un match. Souvent c'est Biggie Kofi ou Biggie Xavier Woods. Et mais très rarement Kofi Kingston, Xavier Woods. Et je me suis dit c'est totalement stupide. Et après le match s'est déroulé et j'ai compris pourquoi ils n'avaient pas mis Biggie. Parce que le match est très intéressant en fait. Dans le sens où les deux équipes vont prendre les prises de l'autre. C'est-à-dire que par exemple les Usos vont faire au bout d'un moment le Midnight Hour. Donc la prise de finition de New Day. Ou à l'inverse par exemple les New Day utiliseront plusieurs super kicks à la manière des Usos, puis va enchaîner, enfin je crois que c'est Xavier Woods qui va enchaîner sur un Usos Splash à la manière de Jimmy et Jay pour essayer de finir le match. Et ça explique tout simplement le fait que ce soit Xavier Woods et Kofi Kingston qui étaient sur le match. J'imagine mal Biggie faire des Usos Splash et des super kicks. Donc là j'ai compris et je me suis dit, en fait c'est bon, ça peut s'expliquer. Maintenant le match, comme je l'ai dit, il est bon même si c'est pas leur meilleur, mais ça reste vraiment une opposition qui fonctionne très bien. Moi j'avais vu sur Twitter des gens qui se plaignaient que la rivalité recommence. Mais bon, quand on a des matchs comme ça, on peut pas tellement se plaindre. Et puis au bout d'un moment, on a les Usos qui vont sauter sur le New Day à l'extérieur du ring, et les 5 membres, enfin les 5 catcheurs vont être au sol, Biggie compris donc. Et à partir de maintenant, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas prévisible du tout ce qui va se passer. Oui, non, franchement, les Bludgeon Brothers arrivent tout le temps avant ou après les matchs des Usos. Et là, mon Dieu, le match s'arrête et il y a un petit temps qui est fait pour qu'il y ait du suspense. Waouh! Forcément, je pense à la musique d'Harper et Rowan et je fais, ça va arriver maintenant. Maintenant. Non, en fait, ça arrive maintenant, et paf, ça arrive maintenant. Enfin, je veux dire, waouh, mon Dieu, quelle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Non, vraiment, j'exagère un peu, parce que ce qui va se passer après ça, c'est un massacre total de Harper et Rowan envers les Usos et le New Day. C'est très plaisant, mais putain, qu'est-ce que c'était prévisible as fuck. Franchement, c'est... Voilà, bref, je vais pas en parler plus, c'est vraiment bon, donc il va y avoir certainement un triple threat
à WrestleMania 34 pour les titres par équipe de SmackDown, donc ça me fait plaisir, mais c'était beaucoup trop prévisible quand même pour moi. 5e match, Charlotte bat Ruby Riott pour conserver son titre féminin de SmackDown dans un très bon match. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi bon, un match féminin aussi bon, alors qu'il n'y avait pas de stipulation, donc un match simple. Il y avait le Royal Rumble match, il y avait le Chamber match, mais vraiment en un contre un, sans stipulation, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu un match de cette qualité-là. Donc je ne suis pas du tout déçu, pratiquement du début jusqu'à la fin. Mis à part que, pour moi, ça manque clairement de surprise. Pourquoi? Vous allez me dire, Charlotte, c'est normal qu'elle ait son titre à WrestleMania. Mais pourquoi, en fait? Moi, ce que je dénonce là, et c'est exactement ce que j'ai dénoncé à Chamber également, c'est le manque de surprise. Alors là, vous allez me dire, oui, on a eu le match féminin, bref, on s'en fout. On a surtout Randy Orton qui était champion US. Mais alors, à la limite, j'aurais préféré l'inverse. Randy Orton, champion US à WrestleMania, et Charlotte qui perd son titre maintenant. Et qu'elle participe quand même dans un match féminin à WrestleMania, ça n'empêche rien du tout. Pour moi, il y avait deux cas de figure. Le premier, Ruby Riott, qui le mériterait amplement, remporte le titre tout simplement et va à WrestleMania en tant que championne féminine. Cette lutteuse, alors je suis désolé, elle n'a pas le look et elle n'a pas le physique plutôt de Liv Morgan par exemple, mais aujourd'hui c'est du catch et c'est pas un défilé de mode. Et Ruby Riott est certainement l'une des meilleures lutteuses actuellement à la WWE et je trouve dommage qu'elle n'ait pas un titre maintenant. Après c'était son premier essai. Je pense qu'elle sera championne cette année et en tout cas je l'espère vraiment énormément. Pour moi l'autre cas de figure plutôt, c'est Carmella. Carmella, c'était le moment ou jamais pour qu'elle cache et elle l'a pas fait. Pourquoi ne pas intervenir pendant le match ou après le match pour attaquer Charlotte? Et vous allez me dire, oui mais t'as oublié un détail, il y a quand même quelque chose qui s'est passé après le match. Oui effectivement, Asuka passe de Raw à SmackDown et tout simplement challenge Charlotte pour un match, enfin choisit Charlotte plutôt pour un match pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Très bien, ça va très bien. Vous allez me dire, maintenant Carmella ne peut plus encaisser. Eh bien c'est totalement faux. Pourquoi pas, je sais pas, Asuka qui attaque Charlotte et Carmella qui intervient, ou je sais pas, Carmella qui intervient quand les deux se confrontent, elle pousse Asuka sur Charlotte, elle balance Asuka à l'extérieur du ring et cache sur Charlotte, elle le fait très très rapidement et devient championne. Bim, match triple menace à WrestleMania. Parce qu'il faut vous le dire quand même une chose, c'est qu'on aura certainement, on aura Charlotte contre Asuka du côté de SmackDown pour WrestleMania, on aura Nia Jax contre Alexa Bliss. Alors vous allez me dire, oui, mais Charlotte peut se faire drafter au Superstar Shake-Up après WrestleMania et affronter Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. C'est Nia Jax qui va certainement gagner, hein, elle mériterait le titre au bout d'un moment, donc Nia Jax à Raw, Asuka à SmackDown. À quel moment elle est assez... Enfin, c'est crédible de faire gagner Carmella contre une de ces deux. C'était maintenant qu'il fallait la faire cacher. Et en plus, il y avait tellement une hype par le match, par l'arrivée d'Asuka, par la confrontation entre Charlotte et Asuka. Putain, ils auraient dû casser cette ambiance avec l'arrivée de Carmella qui cache, qui gagne et qui va à WrestleMania et qui affronterait Asuka et Charlotte. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas le match de rêve entre Charlotte et Asuka à WrestleMania. Mais on s'en fout, putain, on s'en fout. C'est encore mieux, on a Charlotte, Asuka et Carmella à WrestleMania. Et en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on peut très bien avoir Carmella qui perd le titre contre Asuka. Enfin, Asuka prend le titre à Carmella à WrestleMania. Carmella part à Raw, au Superstar Shake-Up, et vous aurez enfin votre fucking match Charlotte contre Asuka au pay-per-view post-WrestleMania. C'est juste qu'en fait, le match n'a pas lieu à WrestleMania, mais je veux dire, pour beaucoup de monde, pas pour moi, mais pour beaucoup de monde, Reigns-Cena, c'est un match digne de WrestleMania, et on l'a eu à No Mercy. Qu'est-ce que ça a changé? Le match qui unifiait les deux titres majeurs en 2013, c'était à TLC alors qu'on était à un mois du Royal Rumble. On s'en fout de WrestleMania, sérieusement. Il y a déjà assez de matchs, une assez bonne ambiance. Et en plus, les deux lutteuses seraient dans le match pour ajouter Carmella. Enfin, pour moi, cet argument ne tient pas la route. Le fait que ce soit WrestleMania, non. Bah non, en fait. On peut prendre des risques. On peut ne pas être prévisible et faire gagner soit Ruby Riott, soit Carmella, comme je vous l'ai dit, et avoir un match triple menace à WrestleMania. Et il y aurait eu quelque chose en plus pour ce match-là, à mon sens. Et enfin, le main event, AJ Styles bat Dolph Ziggler, Baron Corbin, Sami Zayn, Kevin Owens et John Cena dans un six-pack challenge pour conserver son titre de la WWE. Alors là, encore une fois, je le précise, pour moi, c'est le match parfait. Pratiquement parfait. En tout cas, ce match est bon, il dure, je crois, 25 minutes. Mais vous enlevez le match féminin et vous le rajoutez le temps
dans ce match-là. Et c'est parfait. Parce que pour moi, 25 minutes dans un match comme ça, qui est aussi bien construit, ça mérite plus de temps. 45 minutes, pourquoi pas. En tout cas, 35-40 bonnes minutes pour un match comme ça. Ils sont 6. C'est faisable. Et ça m'aurait encore plus plu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Mis à part que AJ Styles a gagné, j'aimerais quand même mettre quelqu'un en avant. Quelqu'un qu'on ne voit plus depuis un moment. Et qui n'a rien perdu vraiment de son catch et qui a même fait enfin, qui n'a rien perdu de son catch. C'est vrai que c'était pas très flamboyant avant, mais qui a fait beaucoup de progrès plutôt. Et cette personne, c'est Baron Corbin. Putain, qu'est-ce qu'il est vif! Le gars avant, il était lourd, il se battait, c'était chiant, c'était lent. Et le gars, il est d'une rapidité, c'est incroyable et ça fait plaisir à voir. Vraiment, chapeau Baron Corbin, on l'aura pas vu d'énormes minutes, mais le peu de temps où il était là, franchement, c'était plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des défauts, pour il y a 2 lutteurs qui sont en dessous. C'est Dolph Ziggler qu'on n'aura pas vu énormément. Et puis, mon Dieu, putain, quelle façon de conserver son titre. AJ Styles, qu'est-ce qu'il était absent, j'ai trouvé dans ce match-là. Il a subi, il a pas montré énormément de choses. Alors, un Styles Clash sur Cena, waouh, génial, trop cool. Mais surtout, il s'est fait démonter par Cena à travers une table des commentateurs. Et en fait, ça a duré 10 bonnes minutes et il est revenu comme si de rien n'était. Il a porté son phénoménal forearm sur Kevin Owens et il a remporté le match de cette manière-là. Vraiment, chapeau, qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'était misérable. Alors c'est rare que je sois déçu de Styles, mais je l'ai trouvé très transparent. Alors c'est certainement je pense, une stratégie pour éviter toute blessure, pour que vraiment le match contre Nakamura soit vraiment préservé, pour qu'il ait lieu. Et donc si c'est le cas, vous attendez pas à voir des matchs de Nakamura et de Styles d'ici WrestleMania. À mon avis, ils n'auront pas de match d'ici là. On verra si j'ai raison ou tort. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Le début de match aussi, avec Cena qui porte 4 FU, donc enfin 4 AA, tous, 1 sur tous, sauf sur Styles plutôt. Donc ça, c'était un petit peu too much, mais ça mettait dans l'ambiance directement. Et puis le vol, encore une fois, purée, j'ai vu des rumeurs, donc je me suis très peu spoilé sur les rumeurs ces derniers temps. Mais celle-là, je l'ai vue sur Facebook. Merci, le temps du catch, si jamais tu passes par là. Non, voilà, bref, c'est moi qui n'ai pas allé sur Facebook, qui n'a pas besoin d'aller sur Facebook si j'ai pas envie de me faire spoiler tout simplement. Mais j'ai vu qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il y aurait Ziggler contre Shane McMahon. Et je me suis dit, j'attends d'avoir vraiment la confrontation, ça me ferait vraiment plaisir. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a Shane McMahon qui va empêcher Kevin Owens de remporter le titre une première fois, puis il va faire la même chose avec Sami Zayn. Alors qu'on avait enfin une séparation entre Owens et Zayn qui aurait pu déboucher sur un match à WrestleMania qui aurait été hyper intéressant. Là, encore une fois, pour moi, c'est un dream match qui a déjà eu lieu, je crois, à Battleground 2015, qui était très bon, ou c'était 2007, non, je crois que c'est 2015, qui était très bon. Là, on aurait pu avoir ce match à WrestleMania et ça aurait passé crème dans la carte. Là, maintenant, je trouve que on va avoir un Shane McMahon contre quelqu'un, enfin avec quelqu'un, contre Zayn et Owens. Et je me dis, c'est ravaler son vomi en fait. Là, autant je trouve New Day ou c'est ravaler son vomi, mais c'est du très bon vomi. Là, je trouve qu'on en a un petit peu plein le cul. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'était pas nécessaire. J'aurais préféré voir Zayn contre Owens, puis Ziggler contre Shane McMahon. Là, Ziggler, on sait même pas où il va se diriger. Je pense Andre the Giant, Memorial Battle Royale. Je trouve ça dommage d'ailleurs, parce que son absence aura servi à rien. Vraiment, c'est un retour gâché. Mais bref, je sais pas comment ça va se dérouler, mais je pense que ça va vite me saouler. Et puis dernière chose, Zayn avait promis à Owens qu'il allait se coucher pour le laisser gagner. Il allait le faire. Owens l'attaque. Pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Donc forcément je pense que Owens ne croyait plus Zayn. C'était mal fait. J'ai trouvé ça mal fait, surtout qu'après Zayn il paraît hyper énervé alors qu'au fond c'est bien fait pour sa gueule quoi. Enfin bref. À mon avis, il y a quelques détails là encore à régler qui ne m'ont pas vraiment beaucoup plu. Mais encore une fois, c'est des détails. Pour moi, je vous le dis maintenant, j'ai mis un 9,5 sur 10. Qu'est-ce qui manque à ce match-là? C'est que sinon, on ne sait pas où il va aller. On se doute tous qu'il va affronter l'Undertaker. Et donc, si vraiment c'est l'Undertaker, on va le voir, je pense, demain soir, au moment où je trouve cette vidéo. Pourquoi l'Undertaker n'apparaît pas dans ce match-là? Vous imaginez Pourquoi les retours de l'Undertaker se font toujours au Raw ou au SmackDown post-pay-per-view? C'est chiant en fait. Pourquoi pas le faire apparaître à la manière d'un... Encore une fois, je crois que c'est Battleground 2015, lorsque Rollins avait affronté Lesnar, et puis Undertaker est arrivé, c'était bien, on s'y attendait pas vraiment. Là, il aurait dû arriver. Je trouve qu'il aurait dû arriver pour empêcher Cena de gagner. Parce que là, Cena, il paraît faible, mais c'est pas lui qui a ramassé le tombé, mais Owens. Mais je trouve que ça paraît peut-être un petit peu... pas assez pour affronter l'Undertaker. Avant, il se battait pour affronter l'Undertaker. Là, Cena, il fait que perdre. Et puis là, il se plaint encore d'avoir perdu, alors que, il fallait gérer, quoi.
Donc, ouais, je trouve que ça mérite pas d'affronter l'Undertaker. Enfin, Cena le mérite, on est d'accord. Mais la construction fait que ce match ne devrait pas avoir lieu, à mon sens. Donc, on va voir ça ce soir et demain, dans tous les cas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, malgré le fait que j'ai été un petit peu saoulé, surtout pour la première partie de ce pay-per-view. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show. Je vous laisse, vous le voyez à présent avec mes notes pour chaque match et pour la note finale de ce pay-per-view qui est tout en bas. J'ai demandé à personne cette fois-ci de me donner des notes tout simplement sur ce show-là, tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo, étant donné que je suis un petit peu malade. Vous allez me dire, ça devient un peu récurrent chez moi, mais c'est comme ça. J'étais pas sûr de pouvoir faire cette vidéo. Finalement, je l'ai faite, mais j'ai pas eu le temps de demander à d'autres personnes, donc je m'en excuse. Ça reviendra pour WrestleMania. Voilà. Encore un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.